Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous êtes tous bien installés dans vos classes, que tout le monde voit bien l'écran et que le son est bon. Alors, vous êtes plus de 30 000 à nous regarder, ce qui est assez impressionnant. Il y a des classes de Guadeloupe, de Mayotte, de Londres, du Maroc, du Brésil et de Tunisie. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour ce deuxième webinaire dans lequel nous allons encore vous parler de lecture à voix haute. Vous savez, quand on passe d'une lecture qu'on se fait à soi dans sa tête à une lecture qu'on fait pour les autres, pour partager un texte qui nous touche. Vous avez été très nombreux à nous écrire à la suite de notre premier webinaire et beaucoup de vous nous ont parlé de trac, de stress, bref, de cette petite peur de parler en public qui parfois nous empêche d'être complètement nous-mêmes. Alors pour commencer ce webinaire, Raphaël va vous donner quelques pistes pour vous aider à apprivoiser ce petit désagrément. Vous allez apprendre à être présent et détendu en lisant pour les autres. Nous verrons ensuite comment bien utiliser, comment entretenir, comment chouchouter, comment dorloter, bichonner un outil magique, une technique de précision incroyable, un outil merveilleux, précieux et finalement indispensable, votre voix. Et pour terminer, on va vous aider à bien raconter l'histoire que l'on lit pour que ceux qui vous écoutent soient curieux, bien accompagnés et emportés par votre lecture. Vous allez apprendre à faire voyager vos émotions jusqu'aux oreilles de votre public. Alors Raphaël, je ne sais pas si tu as le trac. Moi, je l'avais un petit peu avant de commencer, mais là, ça va déjà mieux. Je commence à être présent et détendu. Merci Rémi. Bonjour Nathan. Bonjour Mehdi. Bonjour Elsa. Bonjour Marin. Bonjour Nefertari. Bonjour à tous. Voilà, je suis présente devant vous et je m'adresse à vous en vous disant bonjour. C'est le début d'une lecture à voix haute, alors je vais vous laisser le temps de me répondre depuis vos classes et vous pouvez parler très fort pour me dire bonjour. Je suis sûre que par la magie de mon imagination, je vais vous entendre. C'est à vous. Merci. Alors, le stress et le trek. Non, le stress et le trac. Rémi, qu'est-ce que c'est que le stress? Pouah, j'en étais sûr que tu allais me demander ça. Alors, je ne sais pas du tout parce que on n'avait pas prévu cette question-là. Donc, mais je sais pas, non, regardez, ça, c'est du stress. Pourquoi ouais. il est stressé, notre camarade Rémi? Parce que je viens de lui parler très fort, Merci. très vite, à un moment où il ne s'y attendait pas. Je l'ai Ouais. agressé. Le stress et le trac, c'est très différent. Le trac, c'est ce qui fait que j'ai mes mains qui tremblent un peu devant vous. Parce que je suis comme impressionnée de parler devant 30 000 élèves. Le stress, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Le manque de temps, le manque de silence, le manque de calme, le fait de se sentir agressé par le regard des autres, tout ça, c'est des choses qui mettent une pression un peu permanente qu'on a dans sa vie et qu'on ressent encore plus fort quand on est en public. Et ça dure tout le temps. Le trac, c'est se dire il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, c'est se dire je voudrais bien faire, et puis c'est commencer à oublier d'y penser parce qu'on devient très passionné par ce qu'on est en train de lire. En fait, la différence entre le stress et le trac, c'est que le trac s'atténue au fur et à mesure, puis disparaît. Et après la lecture, on ne le ressent plus du tout, on est juste très fier de sa lecture. Alors que le stress, on peut le ressentir un peu tout le temps. Je vais vous proposer un exercice pour faire bien la différence entre les deux. Rémi, est-ce que tu veux bien faire l'exercice des sacs à soucis? Alors justement, écoute, j'ai une grande feuille de papier et je t'écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous êtes dans votre classe ou dans un endroit où vous pouvez faire un temps calme et vous dessinez sur une feuille 2 sacs. 2 sacs à soucis. Il y en a un que vous appelez stress et l'autre que vous appelez trac.
Dans le sac à stress, on pourrait mettre quoi, Rémi, par exemple? Alors, ce matin, j'y pensais tout à l'heure, je suis arrivé en vélo, il pleuvait, il y avait beaucoup de voitures, j'avais peur d'être en retard, j'avais peur de glisser, j'avais peur de ne pas trouver l'endroit exactement, donc c'était... Ça, c'est complètement du stress. Alors, tu vois, j'ai fait Tu mes avais deux peur sacs. d'être en retard, manque de temps, ouais, dans le stress. Et aussi dans les embouteillages, il y a souvent du bruit, des klaxons, des gens qui crient, les gens sont énervés. Tout ça, ça met un stress terrible, alors qu'on a besoin de calme. Donc, et je de mets calme intérieur. embouteillage dans le sac à stress. Ouais. Et dans le sac à trac, tu pourrais mettre quoi, par exemple? Eh bien, tout à l'heure, avant de commencer notre webinaire, j'avais une petite boule dans le ventre qui commence à disparaître et je crois que je ne l'ai même plus. Bah, c'est ça, c'est le trac. Bon, alors moi, ça, c'est juste du trac. Je tremble encore un petit peu, mais ça commence à s'atténuer aussi. Des tremblements, ou alors j'ai vraiment besoin de boire, c'est plutôt du trac. Je vous recommande d'avoir toujours une bouteille d'eau avec vous quand vous faites une lecture à voix haute. On en a besoin. J'ai marqué aussi ta question brutale de tout à l'heure. Oui, la question, c'était une agression, un peu une agression. Alors, une fois qu'on fait bien la différence entre le stress et le trac, on se rend compte qu'en fait, le stress, ça a à voir avec l'extérieur, pas avec la lecture qu'on est en train de faire ici et maintenant, pas avec le calme intérieur dont on a besoin. Le stress, il faut le laisser à l'extérieur. Alors, la solution, ça serait de faire un petit sas et de laisser tout ça, donc, à l'extérieur. Tu as des exercices pour faire ça? J'ai des exercices exprès pour ça. On va commencer par un principe de base, c'est trouver le calme intérieur, comme un silence à l'intérieur de soi, et ça aide avec une bonne respiration. Il y a un petit massage que vous pouvez faire qui va vous détendre. Vous prenez votre pouce et votre index de la main droite et vous cherchez l'endroit où votre pouce et votre index de la main gauche se rejoignent sur le dos de votre main, là où les deux nonos se rejoignent. Et puis vous appuyez et vous massez doucement ce point-là en inspirant l'air comme si vous respiriez un parfum que vous aimez et en faisant des longues expirations tranquilles comme ça. Ben là, déjà, ça me fait du bien à moi. C'est vrai que ça aide. Hein. Vous pouvez faire ça déjà pendant 2 ou 3 minutes. Ça vous calme. C'est un temps pour vous. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un autre exercice de relaxation qu'on appelle l'exercice de la chaise. Cet exercice-là, je l'ai choisi parce qu'on peut le faire à l'école. Vous pouvez vous appuyer sur votre bureau, quand vous avez votre bureau devant vous, ou vous pouvez vous mettre sur le bord de vos fesses, au bord de la chaise, et vous vous relâchez complètement, mollement, en imaginant que vous êtes une poupée de chiffon remplie de sable. Alors, moi, je vais garder la tête vers le haut pour vous parler, mais vous pouvez carrément baisser la tête. Tiens, Rémi, est-ce que tu veux venir voir si je suis bien relaxée? Je vais voir, il ne faut pas être stressé pour faire cet exercice-là. Hein. Ouais. Alors, on va voir, t'es prête? Ouais. Tu te rends pas compte? Vous voyez comme je suis toute molle, et vous, quand vous le faites, vous parlez pas, évidemment. Hein. Voilà. Attends, je vais recommencer un petit coup. Et une fois que vous êtes tout mou comme ça, vous imaginez que vous avez des trous sous la plante des pieds et des trous au bout de vos doigts, et que le sable qui est à l'intérieur de votre corps, il glisse, il fond vers le sol. Et quand vous êtes complètement vidé de tout votre sable, qu'il n'y a plus que l'enveloppe de la poupée écrasée sur la chaise, vous êtes complètement détendu. Mais vous n'êtes pas endormi, parce qu'on a besoin de votre énergie pour faire la suite des exercices. Je me lève et je vais inviter Rémi à venir faire la suite des exercices avec moi. Rémi, est-ce que tu veux bien me rejoindre? Oui, tu m'avais parlé d'un exercice sur l'ancrage. Absolument. Alors, si tu veux, je le fais parce que tu m'as expliqué. Alors, l'ancrage, vas-y, je te laisse expliquer. Alors, juste, je corrige s'il y a des choses qu'il faut corriger. Alors, l'ancrage, c'était les pieds plutôt écartés, bien droits, la tête bien droite, avec un fil comme s'il sortait de la colonne vertébrale et qui me tire vers le haut. Exactement. Et puis, je me penche un petit peu vers l'avant sans tomber, un petit peu vers l'arrière sans tomber. Il s'arrête juste avant de tomber. Un petit peu sur la droite sans tomber non plus. Un petit peu sur la gauche, tu me retiens si je tombe, sans tomber non plus. Et quand je reviens au centre, normalement, je suis bien ancré. En fait, quand vous aurez fait ça plusieurs fois, vous pouvez le faire 8 fois, par exemple, vous vous rendrez compte que l'endroit où vous êtes vraiment bien ancré dans le sol, tout en étant détendu et mobile, c'est-à-dire que vous pouvez bouger un petit peu, c'est l'endroit où vous revenez toujours quand vous êtes sur le point de tomber, mais en fait, vous revenez.
Une fois que vous avez senti cet ancrage dans le sol et la verticalité que ça vous donne, l'exercice suivant, vous allez le faire avec votre classe. C'est l'exercice de la marche. Comme ça, tout détendu, en gardant cette belle verticalité détendue. Ouais, tu marches avec moi. Tous les élèves de la classe peuvent marcher lentement, très calmement, les uns à côté des autres, en gardant le silence à l'intérieur de soi. Tu vas beaucoup trop vite, Rémi, tu n'es pas encore assez concentré. Je ne voulais pas te passer devant. Et oui, c'est ça, il faut être très concentré. Et quand vous l'avez fait tranquillement, les yeux ouverts, et qu'avec tout votre corps, vous avez conscience de la présence des autres, pas seulement avec les yeux, ça s'appelle la proprioception. Quand on est bien concentré et qu'on a conscience de la présence des autres avec son corps. C'est très utile quand on fait une lecture à voix haute, parce que c'est ça qu'on utilise pour avoir conscience de l'écoute du public. Et bien, une fois que vous avez fait la marche dans la classe comme ça, avec les yeux ouverts, vous fermez les yeux et vous marchez très doucement et très gentiment, parce que si jamais vous rentrez dans un camarade comme ça, il faut faire tout doucement, comme si on se disait bonjour avec le corps. Il ne faut pas se cogner très fort. Quand on a fait cet exercice-là pendant un long moment, toute la classe est beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue et a complètement oublié qu'il y avait du stress avant d'arriver en classe. Et ensuite, on peut faire un exercice qui demande toujours ce calme et cette détente-là, l'exercice du miroir. Vous vous mettez par deux et vous imaginez que votre partenaire est votre reflet dans un miroir. Et il y a un capitaine du navire, celui qui commande le jeu, qui est le meneur, la personne qui mène. Là, ça va être moi. Et puis, il y a quelqu'un qui obéit, c'est le reflet. Là, ça va être Rémi. Mais on peut changer pendant l'exercice, c'est le professeur qui guide. On se regarde dans les yeux. Évidemment, vous, quand vous le ferez, vous ne parlerez pas. Vous resterez silencieux et concentré. Et sans regarder avec ses yeux, juste en écoutant avec tout son corps, Rémi va me suivre. Là, c'est lui qui me mène parce qu'il va beaucoup trop vite. C'est comme un jeu, l'exercice du miroir. Alors là, on va le faire pas très longtemps parce que c'est difficile de prendre beaucoup de temps quand on est à l'image comme ça. Mais vous pouvez le faire pendant 3 ou 4 minutes. Et quand vous aurez pris l'habitude de faire ça en faisant plein de gestes différents mais très lents, vous vous rendrez compte que vous pouvez le terminer en fermant les yeux et que vous continuez à faire le même exercice. Et vous pouvez aussi décider qu'on change de meneur et de menée pendant l'exercice. Alors, il paraît qu'un bon exercice pour le trac, c'est la respiration. La respiration, c'est le plus important. C'est pour ça que je voulais en fait vous en parler, parce que ça sert à la fois à gérer son trac, mais aussi à se chauffer la voix. Alors justement, on a une partie juste pour ça, parce qu'en utilisant sa respiration et plus précisément son expiration, on peut à la fois se concentrer pour laisser le stress dehors, calmer le trac et se chauffer la voix. Et c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie. Et oui, la voix, c'est un outil très précieux. Mais de la même manière qu'un sportif, quand il est dans les vestiaires, il ne sort pas pouf des vestiaires et puis il va courir 100 mètres. Ben non, il risquerait de se faire mal. Vous, il faut mieux que quand vous arrivez pour faire de votre lecture, vous ne commenciez pas tout de suite à parler très fort. Il vaut mieux aussi chauffer votre système phonatoire. Le système phonatoire, c'est quoi ? Votre système phonatoire, c'est quoi ? Le système phonatoire, c'est toute la partie de votre corps qui va servir à produire du son, soit pour parler, soit pour crier, soit pour chanter, soit pour rire. Donc ça va en gros depuis le diaphragme, le muscle qui soutient les poumons pour pousser l'air vers le haut, jusqu'au haut du crâne où il y a des résonateurs qui font vibrer, qui multiplient la vibration du son pour la faire aller plus fort. Et même, honnêtement, en dessous du système phonatoire, tout le reste de votre corps, ce qui porte votre ancrage dont nous parlait Rémi, vos jambes et tout ça, il faut aussi les chauffer et les étirer avant de commencer. Je vais vous montrer un exercice qui s'appelle l'exercice de l'éléphant. Alors, vous pouvez toujours commencer par vous étirer comme le
quand on se réveille dans son lit, parce que comme ça, déjà, vous réveillez tout votre corps, vous vous étirez bien vers le haut. Là, déjà, il y a tout votre corps qui se réveille. Et puis, ça étire un petit peu l'intérieur, mais vous voyez bien aussi à l'extérieur qu'on s'étire. Et bien, en fait, à l'intérieur du système phonatoire, le corps, qui est très intelligent, a inventé une technique pour s'étirer. Et vous savez ce que c'est? C'est le bâillement, bien sûr. Quand je bâille, tout mon système phonatoire, tout l'intérieur de ma bouche, mon larynx, ma mâchoire, tout s'ouvre et s'étire et tout se rend chauffé et disponible pour la parole. Alors le truc de l'éléphant, c'est pour apprendre à bâiller même quand on n'en a pas envie. Il faut détendre la mâchoire, tirer les oreilles. Alors attention Rémi, non. Pas comme ça. Pas comme ça parce que là on s'arrache les oreilles et on se fait très mal. Non. Pas comme ça. Les oreilles dans ce sens-là. Vous les prenez et vous les laissez contre le crâne et vous les tirez vers l'arrière. Regardez comme ça. Ouais. Voilà, en détendant la mâchoire, doucement. Tirez pas au point de vous faire mal parce que si vous vous faites mal, vous n'allez pas bâiller, vous allez crier. Aïe. Et voilà, là je commence à bâiller un petit peu. Une fois qu'on a bien bâillé, on est prêt pour la suite. Ça fait bâiller. Une fois qu'on a bien bâillé, on va jouer à l'exercice du chat gourmand. Pourquoi est-ce que j'ai choisi un chat? J'ai choisi un chat parce que les chats, ça ronronne. Et qu'en fait, pour chauffer sa voix, il faut trouver son ronronnement d'humain. Alors, c'est un chat spécial qu'on va utiliser. Est-ce que tu sais quelle sorte de chat on va utiliser, Rémi? Non, un chat de gouttière, un chat... Non, on va utiliser un chat gourmand, bien sûr. Un chat gourmand, et un chat gourmand particulier, un chat gourmand de chocolat. Imaginez un chat gourmand de chocolat devant un bol de chocolat fondu. Et faites-le avec moi dans votre classe. Faites comme ça. Je suis un chat gourmand de chocolat et je sens... une bonne odeur de chocolat. Faites encore comme ça. Une bonne odeur de chocolat. Déjà là, il amène votre voix un peu vers l'avant, là, bien détendue vers l'avant. Et ensuite, c'est magique. Le parfum devient le M du miam, miam, miam. Je mangerai bien ce chocolat. Et ça fait comme ça. Et là, peut-être, vous commencez à sentir sur le M des vibrations, comme des petites chatouilles, qui font que tous vos lèvres et vos joues, et même jusqu'au nez, ça chatouille un petit peu. N'appuyez pas trop fort pour ne pas les écraser, mais si juste vous posez vos doigts, vous allez le sentir. Et imaginez que le en fait, c'est le chocolat chaud, et vous le faites circuler dans toute votre bouche. Ça fait comme ça. Et si vous vous dites, mais zut, qu'est-ce qu'elle raconte? Je sens rien du tout, j'ai pas du tout de vibration. C'est normal, c'est parce que vous n'êtes pas encore très entraîné à faire le chat gourmand. Alors j'ai un truc, vous pouvez commencer à sentir vos vibrations ici d'abord. Faites le chat gourmand. C'est très facile. Et bien petit à petit, et ensuite, vous allez les sentir jusque-là. Et voilà. Alors c'est marrant parce que cette espèce de ronronnement de chat qu'on fait nous les humains, cette vibration, elle apaise drôlement, ça aide à éliminer le trac. C'est pour ça que je dis que ça aide à la fois à se concentrer et à chauffer la voix. C'est super bien. Une fois que vous savez bien faire le chat gourmand, vous pouvez faire l'ascenseur. Vous allez imaginer un chat gourmand dans un ascenseur avec un bol de chocolat chaud. Hyper facile. L'ascenseur, il est tout en bas. Votre il est tout en bas de votre voix. Ça fait comme ça. Et puis ensuite, l'ascenseur, il monte. Alors ça, c'est déjà un petit peu difficile de faire l'ascenseur qui monte et qui descend sur une seule expiration. Si vous avez besoin, vous pouvez vous arrêter à l'étage de tout en haut. La porte de l'ascenseur s'ouvre. Votre bouche aussi, vous laissez rentrer l'air et puis vous appuyez sur le bouton pour redescendre. Ça fait plutôt comme ça. Et plutôt avec le M bien vers l'avant. Vous faites comme ça des petites variations. Vous imaginez votre ascenseur. Et un dernier truc,
Quand vous montez l'ascenseur vers le haut, vous descendez les mains pour que vos aigus ils aillent bien dans le sol. C'est comme ça. Et à l'inverse, quand vous descendez votre voix, vous montez vos mains comme ça, en contradiction, ça vous ancre bien dans le sol, ça vous envoie bien vers le ciel, comme on aime dans notre verticalité avec notre ancrage de tout à l'heure. Et puis une dernière chose, quand vous êtes assez entraîné pour faire tout ça, il faut le faire petit à petit. Hein. Vous n'allez pas réussir à tout faire la première fois, c'est normal. Il faut le faire un petit peu, souvent, un peu tous les jours, sans jamais vous fatiguer la gorge. Vous pouvez choisir une chanson que vous aimez bien. Par exemple quoi, Rémi? Alors, par exemple, une chanson que tout le monde connaît? Ouais. Alors, par exemple, moi, j'ai un frère qui s'appelle Jacques. Alors, frère Jacques. Ah, c'est marrant, moi aussi, j'ai un frère qui s'appelle Jacques. Eh ben voilà, viens, on chante pour nos frères. Vous avez sûrement tous des frères qui s'appellent Jacques. Voilà, alors, on va chanter ensemble, Rémi. On va chanter Frère Jacques, mais on ne va pas le chanter avec les paroles. Ah oui, j'allais te dire, je ne les connais pas forcément par cœur. Non, il suffit de faire le chat gourmand qui chante Frère Jacques. C'est comme ça. Et vous le mettez bien là dans le nez, là que ça vibre. Ça y est, il a une illumination, Rémi, il a enfin senti ces vibrations, alors que jusque-là, il n'était pas très sûr de les avoir trouvées. Un jour, vous allez les sentir aussi. Et voilà, comme ça, vous saurez très bien vous chauffer la voix. Alors, je sais que pour bien travailler l'articulation, il faut faire des virelangues. Est-ce que tu en aurais quelques-uns à nous proposer? Les virelangues, j'en ai toute une bibliothèque. J'en ai une bien rigolote pour travailler la manière dont la pointe de la langue doit être bien tonique pour aller taper contre les dents pour faire certaines consonnes bien précises. La phrase de la virelangue, c'est « La libellule ulule et pullule ». La libellule ulule et pullule. La libellule, ok. Ululer, c'est les chouettes qui ululent, je crois. Ouais. C'est le cri des chouettes. Et pulluler, c'est quand il y a énormément de choses. Donc cette virelangue est complètement imaginaire. Oui. Hein. On n'a jamais vu des libellules qui ululent et qui pullulent. Mais ça va être bon pour votre langue. On l'a fait ensemble? Vas-y, je vais essayer. La libellule ulule et pullule. La libellule, il faut que je boive, mais j'y arrive pas. Je vais dire, la libellule ulule et pullule. La libellule ulule et pullule. Vous voyez, parfois, la libellule. Quand on a du mal à faire les virelangues, c'est parce que soit à cause de la chaleur, soit à cause du trac, on a la bouche qui s'est un peu desséchée. Buvez un coup, ayez toujours avec vous une bouteille d'eau, enfin une gourde d'eau, quand vous faites une lecture. Vous buvez un coup et vous pouvez faire la libellule, les pullules. La libellule, les pullules. La libellule, les pullules. J'en ai un deuxième. J'ai raté. Un deuxième virelangue. Je ne sais pas si on dit une virelangue ou un virelangue. Je crois que c'est un virelangue. Un virelangue. Panier, piano. Oh, celui-là, c'est super facile. Je vais ça a l'air hyper facile. Vas-y. Je fais panier, piano. Panier, piano. Attends, je le sais. Panier. Panier. Ah, c'est hyper dur. En fait, c'est un des plus difficiles. On arrive très difficilement à dire panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Il faut bien penser à ce qu'on dit. Sur celui-là, plutôt que de vous occuper du son, occupez-vous du sens. Pensez à panier, piano, panier, piano, panier, piano. Et ça viendra. Et puis un dernier pour travailler ce qu'on appelle le voile du palais. À l'intérieur de la bouche, il y a le palais, et puis derrière, il y a un endroit un peu mou. Et quand on l'étire bien, comme quand on baille, là, je suis en train de le faire, et vous entendez comme ma voix change, on place le son dans les résonateurs, dans les micros naturels qui sont autour du nez. Ça, c'est bien utile pour faire des beaux sons. Alors, ce virelangue, c'est 3 grands dragons gradés, 33 grands dragons gradés. 3 grands dragons gradés. Ah, ça y est, je ne sais pas. 3 grands dragons gradés, 33 grands dragons gradés. 3 grands dragons gradés, 33 grands dragons gradés. 3 grands. Eh bien, c'est difficile. Hein. Bon, alors, il faut s'entraîner un peu. Ok, alors Raphaël, une fois que l'outil, notre voix, tout ça, le système phonatoire est bien apaisé, bien réveillé et tonifié, on peut passer à l'essentiel, lire son texte. Ah oui. Et lire son texte, Rémi, c'est raconter une histoire. Et oui, les exercices, c'est formidable. Se chauffer, c'est très important. Trouver son calme, respirer bien, faire silence en soi pour être bien présent, tout ça, c'est super. Mais la chose essentielle, c'est raconter une histoire
qu'on aime et qu'on a envie de partager à quelqu'un qui a plaisir à l'écouter parce qu'il trouve ça passionnant. C'est exactement comme quand les parents racontent une histoire ou lisent une histoire à leur enfant. Il faut toujours, dans sa tête, dans son imagination, commencer par une phrase magique qui est « Il était une fois ». Il était une fois. Pour raconter une histoire, il faut dire « il était une fois ». Et puis ensuite, il y a 3 choses très importantes. Pour bien raconter une histoire, il faut bien la comprendre. Ok, alors est-ce que tu as une méthode pour faire tout ça? 3 points. La comprendre, ça veut dire s'occuper des mots difficiles. Bien les comprendre et bien les prononcer. Ensuite, il faut comprendre le sens de l'histoire dans tous les sens. Tous les sens de l'histoire. Il faut comprendre ce que le texte peut dire, en plus de ce que le texte veut dire. Ça veut dire qu'il faut commencer à utiliser sa sensibilité, la manière dont on ressent les choses, et son imagination. Et puis la 3e chose, très importante, ce sont les battements de votre cœur. C'est-à-dire trouver le tempo et le rythme d'un texte. Je vais vous expliquer comment faire ça. Alors, est-ce que pour qu'on comprenne bien tout ça, est-ce que tu auras un exemple de texte pour qu'on puisse travailler là-dessus? Alors, j'ai choisi un texte très particulier que j'ai là, qui est un poème d'un grand écrivain français. Alors, je regarde juste si je le mets bien. Voilà, vous le voyez bien? Ouais, vous le voyez bien. Oups, comme ça. Un grand écrivain français qui s'appelle Victor Hugo. Parce que moi, j'ai un truc dont on ne parle pas souvent. Avant même de lire votre texte pour comprendre ce qu'il raconte, regardez-le comme si c'est un dessin. Et ça vous donnera déjà des indices sur le rythme de votre lecture, parce qu'à chaque fois qu'on va à la ligne, il faut laisser le temps d'une inspiration. Là, par exemple, l'histoire des djinns, c'est un roman, hein. Enfin c'est un poème mais qui raconte une histoire comme un roman. Ce poème de Victor Hugo, il raconte l'histoire d'un essaim, c'est-à-dire d'un troupeau volant, de démons qui arrivent sur une maison, comme un tourbillon, qui essaye de la détruire, de l'envahir, qui n'y arrive pas et qui s'en va. Et vous voyez, en l'écrivant, il a choisi de lui donner la forme d'un tourbillon à son poème. C'est déjà une manière de raconter la manière dont il va falloir le lire. Et puis, ce roman, je vais vous en prendre un extrait pour vous indiquer les 3 questions importantes qu'il faut se poser quand on veut faire une lecture à voix haute pleine de sens. On travaille aussi sur les mots difficiles, tu te souviens? Alors, ouais. On commence par les mots difficiles. Vous pouvez prendre un crayon et vous mettez une petite croix à côté de vos mots difficiles. D'abord, vous cherchez le sens pour les comprendre, soit dans un dictionnaire, soit vous demandez à un adulte ou un copain qui connaît le sens du mot. Ça, c'est une chose. Alors déjà, pour moi, le titre du roman, enfin pas du roman, du poème, c'est un mot difficile. Djinn, ouais. Les djinns, oui, bien sûr. Alors, ça s'écrit D-J-N-N-S. Donc, c'est pas le jean, le pantalon qu'on met toute la journée, hein. En fait, les djinns, c'est un mot pour dire au Moyen-Orient, ou en Orient d'ailleurs, je crois, les esprits. Et dans les contes orientaux, il y a des djinns gentils et des djinns méchants. Et là, Victor Hugo, il a pensé que les djinns étaient des esprits méchants, c'était plutôt des démons. Donc ça veut dire les démons, en fait. D'accord, alors comment on peut faire? On les repère, on met des petites croix, qu'est-ce qu'on fait? On met une petite croix, on repère, ça c'est pour le sens. Et une fois que tu as le sens, il y a des mots qui sont compliqués à prononcer. Vous mettez une croix à côté, vous vous entraînez, un peu comme si c'était des virelangues, à prononcer les mots difficiles. Et quand vous ferez votre lecture, vous voyez arriver la croix et vous savez qu'il va falloir être un tout petit peu plus concentré pour laisser passer le mot un petit peu difficile à articuler, quoi. D'accord, alors une fois que les mots difficiles sont bien apprivoisés, avec des petites croix, avec une répétition, une concentration, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on va chercher à trouver tous les sens du texte. Et pour ça, on va se poser 3 questions comme un détective privé. Ah, ok, mais alors comment on fait? Alors, j'ai choisi un extrait du texte de Victor Hugo, Les djinns, parce que je ne pouvais pas vous le lire en entier, c'était vraiment beaucoup trop long. Je bois encore un coup, excusez-moi. Oui, il fait chaud. Très chaud et très sec. Alors, je l'ai là, mon extrait de texte. Je vous le lis et après je vous explique comment on peut travailler dessus. Ils sont tout près, tenons fermés, cette salle où nous les narguons.
Quel bruit dehors, hideuse armée de vampires et de dragons. La poutre du toit descellée ploie ainsi qu'une herbe mouillée, et la vieille porte rouillée tremble à déraciner ses gonds. Alors là, quand tu lis, je comprends très bien, mais il faut que tu nous expliques comment tu fais. Eh bien, en fait, je me suis posé 3 questions. Les 3 questions du détective privé. La première question, c'est comment raconterais-tu cette histoire si tu devais la raconter à quelqu'un qui ne l'a pas lue? Et là, je vais vous raconter, comme exemple, l'histoire du poème en entier. C'est l'histoire d'un poète français qui s'appelle Victor, qui est tout seul dans sa maison un soir, et puis il y a un très gros orage. Et cet énorme orage fait trembler les vitres de sa maison. Et comme c'est un écrivain et qu'il a beaucoup d'imagination, il imagine que c'est un essaim, c'est-à-dire un troupeau volant de monstres qui arrivent, qui essayent de rentrer dans la maison, de détruire la maison, de rentrer par les vitres, par les portes, qui fait beaucoup de bruit, qui veut le détruire, l'écrabouiller, et puis qui finalement n'y arrive pas et qui s'en va. Ça, c'est l'histoire racontée par Victor Hugo. On le voyait bien sur le dessin tout à l'heure. On le voyait bien sur le dessin. Ensuite, la deuxième question, c'est si je devais raconter cette histoire en étant un autre personnage de l'histoire, comment est-ce que je la raconterais? Alors, par exemple, choisis Rémi, imagine un autre personnage de l'histoire que Victor Hugo. Que Victor, bah, je sais pas, le chef des... Le chef des djinns, ouais, par exemple. Ah bah voilà. Des djinns qui alors là, complètement, c'est un moment où vous allez utiliser votre imagination. Parce que Victor Hugo, il a écrit qu'une version de l'histoire. Moi, je vais vous présenter Globule. Globule, j'ai trouvé que c'était un nom imaginaire très rigolo pour le chef des djinns. Alors on va dire que Globule, c'est un énorme dragon, comme ça, avec des grosses papates et puis des grandes dents. Il s'appelle Globule, c'est pas de bol. Et quand il était petit, qu'on l'a appelé Globule, il s'est senti ridicule, ça l'a mis en colère. Ce jour-là, avec tout son essaim de dragons et de démons, il voit une toute petite maison dans la forêt. Il arrive dessus, il essaye de la détruire. Alors il s'est dit, oh, voilà une petite maison, tiens, je vais la décrabouiller, je vais cracher dessus, mon feu qui pue de la gueule, tout ça, je vais la voir. Oh, il est hyper énervé parce qu'il n'a pas réussi à la voir. Et il s'est dit, oh, bah tant pis, puisque c'est comme ça, je m'en vais, je vais chercher une autre maison. Allez, venez les gars, on s'en va. Ça, c'est l'histoire racontée avec mon imagination du point de vue de Globule. Et la troisième question, c'est si je devais raconter cette histoire en partageant toutes les sensations physiques qui sont liées à cette histoire, comment est-ce que je la raconterais? Alors, je me remets dans la peau de Victor Hugo. Je suis dans mon salon. J'étais dans mon salon et tout d'un coup, j'ai senti comme un courant d'air glacé. Mes poils se sont dressés sur ma peau, j'avais la chair de poule. Et puis j'ai entendu un bruit énorme, un bruit d'ailes très fort. Et puis les grondements rauques d'un souffle, et j'ai senti l'odeur de ce souffle, un parfum délétère. Un parfum délétère, c'est un très joli mot. Délétère, ça veut dire que c'est les dragons qui puent de la gueule, en fait. C'était horrible, ça sentait très très mauvais, la laine de dragon. Et puis j'ai entendu un bruit énorme, et là j'ai eu très 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 froid. Et puis tout d'un coup j'ai senti que le silence revenait. Les vitres ont arrêté de trembler, et j'ai perçu la chaleur du feu de bois de ma cheminée sur ma peau, et j'ai compris que le calme était revenu. Alors, quand tu racontes, les mots, ils sortent drôlement bien et avec un rythme incroyable. On dirait un peu de la musique quand même. Oui, parce que comme vous voyez, quand on s'est raconté toutes ces histoires-là, on a ressenti tellement de choses que c'est facile de les partager. Mais ensuite, il faut quand même penser à une chose, c'est qu'un texte qu'on lit, c'est un peu comme une partition de musique. Et quand on parle de musique, on s'intéresse toujours au tempo et au rythme. Alors, le tempo, qu'est-ce que c'est? Le rythme, on connaît, on en parle souvent. Mais le tempo, c'est quoi? Le tempo, ce sont les battements de ton cœur. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il fallait utiliser les battements de ton cœur quand tu fais ta lecture. Le tempo, c'est un rythme régulier qu'on a en soi, les battements de son cœur. Et vous savez très bien qu'en fonction des émotions qu'on ressent, les battements du cœur peuvent être plus ou moins accélérés. Si vous lisez un texte qui fait peur, comme les djinns par exemple, vous allez voir au paroxysme, le moment le plus impressionnant de l'histoire, votre cœur s'accélère. Alors là, il faut un petit peu avancer plus vite. Il faut que les temps
de chaque battement de cœur soit un peu plus serré. Et puis quand ça se calme, votre cœur se calme et vous allez avoir des temps entre chaque battement de cœur plus longs. Et ça change le rythme. Et le rythme, c'est les temps de silence entre les temps de parole. Ils sont indiqués par l'écriture de votre auteur. La ponctuation vous indique des moments où il faut prendre un temps de silence qui peut contenir 1 ou 2 ou 3 battements de cœur. Ça dépend, c'est comme vous voulez. Il faut respecter le rythme de la ponctuation tel qu'il a été écrit par l'auteur, bien sûr. Il faut aussi le respecter quand l'auteur a mis pas un point mais qu'il a choisi d'aller à la ligne, comme dans mon fameux poème de Victor Hugo. Et puis il y a une chose très importante. Il faut que vous sachiez que vous avez le droit de rajouter des temps de silence dans votre lecture, même s'ils n'ont pas été indiqués par l'auteur. Même s'il n'y a pas de point, soit parce que vous voulez laisser un temps pour la pensée, soit parce que vous avez besoin de respirer. C'est vous qui choisissez, c'est votre interprétation. Oui, et puis il faut laisser au public le temps de ressentir les émotions que toi tu leur offres en leur lisant quelque chose. Exactement, il faut laisser de la place à ce que ressent le public et à son imagination. Il a besoin d'un petit peu de temps pour que tout ça s'épanouisse. Et voilà, quand vous avez une lecture, vous avez bien le sens de votre texte, le son de votre texte et la respiration de votre texte, eh bien vous êtes prêts pour une lecture formidable. Merci beaucoup, Raphaël. On est donc tous prêts à lire un texte à un public. On va se servir de tes exercices, travailler dans notre coin, s'entraîner et puis bien s'échauffer comme un sportif. En tout cas, merci. Et pendant que tu bois un verre d'eau, on va passer aux questions des enfants, alors que je viens de recevoir ici tous les enfants qui nous regardent et qui ont des tas de questions à nous poser. Alors j'espère que tu es prête. J'espère que j'aurai les réponses surtout. Et on en a plein. Alors je commence avec l'école Paul Langevin de Pantin, dont la maîtresse s'appelle Madame Larocque, qu'on salue. Bonjour Madame Larocque. Qui dit tout simplement « Comment mettre le ton ?» Ah, alors ça c'est hyper intéressant qu'on me pose cette question. Parce que moi je ne suis pas une maîtresse d'école, je ne suis pas un professeur de français, je suis une comédienne. Et dans le monde des comédiens et des comédiennes, il y a 2 mots qu'on n'utilise jamais. C'est le ton et l'intonation. Alors, je vais vous donner ma réponse de comédienne et ensuite, vous verrez si ça vous inspire. Le problème avec le ton ou l'intonation, c'est qu'on imagine à l'avance une sorte de chose qu'on va plaquer sur le texte, comme si on allait se forcer à le dire de cette manière-là. Et ça, c'est totalement différent de ce que je vous propose moi. Moi, je vous propose de ressentir des choses. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ressentiez l'émotion de votre texte, que vous soyez traversé par ce qui se passe. Et si vous êtes vraiment traversé par l'émotion, comme tout à l'heure quand j'imaginais que j'étais le chef des jeans, alors votre voix, votre manière de parler va naturellement se placer d'une certaine manière ou avoir certaines intonations, puisque c'est ce mot-là dont on parle, mais il ne faut pas se dire à l'avance « je vais le faire comme ça ». Il faut être traversé par la pensée de ce qu'on dit, et c'est la pensée qui fait que la voix et la parole sortent d'une certaine manière. Voilà. D'accord, merci. Alors, les élèves de CM1, CM2, qui sont dans la même classe, une école qui a un très joli nom qui s'appelle l'école de Cailloux-sur-Fontiane. C'est joli. Voilà. Alors, il y a un élève qui te demande, quand le texte est drôle, comment faire pour faire passer ses émotions sans rigoler soi-même. Il s'appelle Nathéo. Alors, d'abord, Mathéo, c'est Nathéo. Nathéo. Ouais. Nathéo. La première chose que je peux te dire comme réponse, Nathéo, et puis je vais le dire à tous ceux qui se posent cette question, quand un texte est drôle, ne vous empêchez pas de rire. Vous avez le droit de rire. Ne vous empêchez de rien quand vous ressentez quelque chose à la lecture d'un texte. Partagez-le. Donc votre rire, partagez-le. Alors évidemment, il faut quand même avoir un petit espace de technique qui permet que le rire qu'on sort de soi, qu'on laisse sortir, ne prend pas toute la place. En fait, riez. Riez le temps dont vous avez besoin de rire et puis prenez le temps de respirer un coup, d'arrêter de rire, buvez une gorgée d'eau si vous avez besoin, retrouvez votre souffle et recommencez votre lecture une fois que vous avez ri. Ne vous empêchez pas de rire. Voilà. D'accord. Alors, encore une classe de CM1, CM2, Élise Dervaux, c'est l'école Tristan Klingsor. Comment faire pour ne pas trop bouger lors de sa lecture? Alors, quand je vous indique tous mes exercices, le truc de la verticalité et tout ça,
je crois que j'ai toujours pris soin de vous préciser qu'il fallait rester présent et détendu, c'est-à-dire un peu mobile. Vous n'avez pas à vous empêcher complètement de bouger. Si vous êtes comme ça, tout figé, en pensant seulement « faut pas que je bouge, faut pas que je bouge, faut pas que je bouge », vous allez être hyper crispé. En revanche, parfois, il y a des manières de bouger qui sont des tics, qui sont des trucs qu'on fait parce qu'on a le trac en fait. Souvent, on se balance ou alors on ouvre et on ferme les mains un petit peu, on fait ça. Alors ça, il faut essayer de ne pas le faire parce que l'énergie que vous mettez dans ce balancement, vous ne pouvez pas la mettre dans votre lecture et que pour nous, ça finit par filer le mal de mer. Donc dans ces cas-là, ça sert pour tout, tout le temps. Calmez-vous, expirez tranquillement, faites mes exercices contre le stress, détendez-vous, faites un temps de silence. Et vous verrez, petit à petit, votre corps, il apprendra à se calmer. Et les mouvements qui viendront seront des mouvements très naturels, liés à votre lecture. Ils seront petits, mais ils seront très justes et très agréables à regarder pour nous. Alors moi, on m'avait expliqué que quand on se balançait comme ça, qu'on n'arrivait pas à s'arrêter, que le fait de se poser tout le corps sur une jambe au moins un petit moment, ça pouvait calmer ce battement comme ça, un peu intempestif. Peut-être, ça peut être un Et truc. après, on se remet au centre un peu. Chacun peut trouver son truc. Ça peut être une solution, bien sûr. Alors, dis donc, il n'y aurait que des classes de CM1, CM2, c'est ce coup-lit de Westhouse. C'est Véronique Bonnier, je pense que c'est la maîtresse. Comment fait-on pour savoir si les autres nous entendent bien ? Ah, c'est la question de l'écoute, c'est une question intéressante. Alors, la première chose, évidemment, c'est le silence. Si votre public vous écoute bien, il va y avoir le silence et vous allez entendre ce silence. Si jamais vous sentez que vous perdez l'attention de vos camarades qui commencent à parler, taisez-vous. Arrêtez votre lecture, prenez un temps, respirez. Et eux, se rendant compte que vous avez arrêté de parler, vont se taire pour vous écouter. Mais si vous voulez dire comment être sûr qu'ils nous entendent bien au sens, comment être sûr que j'ai parlé assez fort, je vais vous donner un truc. Quand vous devez parler fort, et si vous avez l'impression que vos camarades ne vous écoutent pas bien, ça peut être parce qu'ils ne vous entendent pas, pensez à vous adresser, à parler avec votre imagination à quelqu'un qui est derrière le mur du fond, qui est le plus loin de vous. Voilà. Vous vous adressez à la dernière personne du public ou même à la personne qui est encore derrière. Et bien là, je vais le faire, j'espère que je ne vais pas exploser mes micros. Là, tout d'un coup, au lieu de parler à la caméra que je regarde, je parle au monsieur qui est derrière la caméra, derrière le mur. Pardon pour le son, ça doit être très fort. Eh bien, en fait, il suffit d'ouvrir comme ça avec sa pensée son micro naturel. Ma voix, elle s'est mise dans mes résonateurs et ça s'est élargi. Voilà. D'accord. Alors, cette fois-ci, c'est une école de CE2 à Argenteuil. Comment éviter de faire des pauses entre les mots quand on lit à voix haute ? Mais pourquoi éviter de faire des pauses entre les mots quand on lit à voix haute ? Regarde. Je ne sais pas à qui je réponds. D'ailleurs, comment il s'appelle ce petit Alors, je ne sais pas, non, c'est nom peut-être Aude Maquet, mais je pense que c'est plutôt la maîtresse. Bon, ou alors je le dis à la maîtresse. En fait, il faut faire des pauses entre les mots. Mais si vous voulez dire comment éviter de faire des pauses trop longues, évidemment, il faut avoir ce qu'on appelle la conduite du récit. C'est-à-dire qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, être toujours en train de raconter une histoire. Mes exercices des 3 questions, là, vous pouvez le faire sur tout le texte, et puis vous pouvez même le faire en petit sur un paragraphe, un autre paragraphe, et vous pouvez même le faire ensuite sur une phrase, 2 phrases, pour être toujours sûr que vous êtes vraiment dans votre tête extrêmement conscient de ce que vous êtes en train de raconter. Si vous avez la conduite du récit, les pauses que vous ferez entre les mots, elles seront justes, parce que votre pensée sera juste. Mais il vaut mieux faire plutôt un peu trop de pauses entre les mots que de parler trop vite. Et quand on fait une pause entre les mots, on laisse le temps de la pensée au public, on lui laisse le temps de son émotion et son imagination, et c'est bien. Et en plus, comme ça, on peut respirer. Donc c'est pas mal les pauses entre les mots, à condition d'avoir une bonne pensée, une bonne conduite du récit. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Alors, une question de l'école de Sainte-Marie à Auxerre, c'est Madame Varanguin. Alors, que faire si je tremble, si je n'arrive pas à parler fort à cause du trac ? Comment ne pas me déconcentrer ? Regardez, que faire si je tremble ? Ben, se dire que c'est pas grave, que j'ai le trac et que ça va passer.
On tremble quand on a le trac. Vous vous souvenez tout à l'heure, en début de webinaire, je vous ai montré mes mains. Et là, parce que j'en parle, ça revient un petit peu. Mais maintenant, en fait, elles sont très détendues, mes mains. Je ne tremble plus. Plus on se dit « Mon Dieu, j'ai le trac, mon Dieu, j'ai le trac !» Et on se tend, et plus on se crispe, et plus on tremble. Si vous tremblez, faites tous mes exercices là, de détente. Et puis, pendant votre lecture, prenez un temps calme. Détendez, laissez rentrer l'air. Faites des longues expirations. Détendez-vous et petit à petit, le trac va s'atténuer et le tremblement va s'atténuer. Mais avoir le trac, c'est normal, c'est pas grave. Trembler, c'est normal, c'est pas grave. Il faut ralentir, se calmer, expirer et avoir confiance dans la bienveillance du public qui vous écoute. C'est quand même très rare d'accompagner le trac jusqu'à la fin. Hein. Très souvent, il disparaît. Ça s'en va, ça s'en va. Et en fait, comme il est là dès le début, on n'ose pas commencer, et puis après, il s'en va. Vraiment, parce que là, par exemple, on en a moins que tout à l'heure. Ben oui, beaucoup moins. Alors, une question de l'école Alix Marquet, à Nevers. Théo te demande, pourquoi faut-il regarder le public quand on lit? Je vais te donner un exemple, Théo. Imagine que je suis en train de lire... Et que je lis, 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 et que je lis. Je suis là, Raphaël. Je suis sûre que vous vous rendez tous compte derrière la caméra que je suis un peu partie en voyage. Quant à Rémi, il se demande où je suis, quoi. Tu es où, là, hein? En fait, lever les yeux, c'est prendre en compte le public. C'est-à-dire une des choses les plus importantes, puisqu'il s'agit de s'adresser à quelqu'un. Souvenez-vous, quand on lit à voix haute, c'est ça la différence avec la lecture dans sa tête, hein, on partage un moment avec le public. Donc, lever les yeux pour s'adresser au public, c'est être en partage avec lui. Parce que les yeux, c'est vraiment une présence très importante. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire à un moment précis. Vous ne dites pas à tous les points, il faut que je lève les yeux. Parce que si je fais comme ça... Oui. C'est pas bien non plus parce que ça me stresse complètement et puis mes regards sont pas justes. Vous pouvez avoir un long morceau du texte pendant lequel vous avez besoin d'être en train de lire et puis dans un silence, regardez le public comme si vous lui disiez oh, « Incroyable ce que je viens de lire, non ?» Et puis ensuite, tranquillement, vous retournez à votre texte. Vous n'êtes pas obligé de faire très souvent des levées, ce qu'on appelle des levées de regard. Mais il faut en faire de temps en temps. Et puis je vous conseille aussi de regarder le public dans les yeux avant de commencer votre lecture. C'est comme une manière de dire bonjour avec son regard. C'est important aussi. Oui, c'est comme si tu donnais le texte à voir, que tu prends soin de ton public. Hein. Exactement. Tu n'es pas toute seule sur scène. Ouais. Alors, une question de l'école Waldeck-Rousseau au Lila, avec la maîtresse qui s'appelle Christine Duvilly. Suffit-il de s'entraîner pour avoir une lecture fluide et agréable ? S'entraîner, c'est toujours très utile. Parce que quand on s'entraîne, les choses qui paraissent difficiles deviennent très faciles. C'est valable pour le sport et c'est valable, c'est ce qu'on appelle la répétition au théâtre. Plus on s'entraîne à faire quelque chose, plus on gagne en fluidité, évidemment. Donc, je recommande de s'entraîner. On peut s'entraîner sur d'autres textes aussi que celui qu'on va lire en public pour, d'une manière générale, et pas seulement sur ce texte-là, avoir une lecture plus fluide et plus agréable. Mais s'entraîner, ça n'est pas tout. Ce qui va toujours être un vrai plus pour avoir une lecture fluide et agréable, c'est, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir vraiment d'abord et avant tout la pensée de ce qu'on raconte, c'est-à-dire le sens de ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire le fameux « raconte-moi une histoire, il était une fois ». Donc entraînez-vous, mais entraînez-vous en ayant toujours en tête cette chose « il était une fois » et en vous amusant avec mes 3 questions. D'accord. Allez, donc je vais te poser la dernière question parce qu'on n'a plus tellement le temps d'en prendre d'autres. C'est toujours la même école et un élève te demande, c'est même Emma, qui te demande comment réagir si on fait une erreur en lisant devant son public. Bonjour Emma. Écoute, Emma, et puis vous tous, parce que je pense que ça concerne tout le monde, ben, c'est pas grave de faire une erreur. C'est humain. Ça prouve qu'on est très engagé dans ce qu'on fait, qu'on a arrêté de se surveiller et que du coup on laisse passer une erreur. Donc il y a plusieurs choses à faire, ça dépend des circonstances, ça dépend des fois. Parfois, il vaut mieux avoir fait une erreur et continuer comme si on n'avait pas fait d'erreur. Soit le public se dira « Oh, elle a fait une erreur, mais c'est pas grave, elle continue ». Soit il ne se rendra même pas compte que vous avez fait une erreur. Moi, par exemple, j'aime beaucoup, vous allez le voir tout à l'heure, quand je fais une lecture, j'aime beaucoup regarder souvent mes partenaires, c'est-à-dire le public.
Souvent, je photographie avec mes yeux un grand morceau de phrase et je la dis et puis j'y retourne. Il peut m'arriver de me rendre compte que, sans faire exprès, j'ai changé un mot, j'ai mis un mot pour un autre. Je ne suis pas fière de moi, je préfère quand je ne le fais pas. Je préfère dire exactement les mots de l'auteur. Mais franchement, ce n'est pas très grave, il vaut mieux être très présente et avoir une erreur de temps en temps. Et puis si à un moment, vous faites une erreur qui vous panique, parce que vous vous rendez compte que ça change complètement le sens du texte, et vous pouvez aussi calmement vous arrêter, respirer, sourire comme pour dire « Oups, excusez-moi, j'ai fait une erreur » et recommencer. Ce n'est pas un problème. Merci Raphaël. Voilà, ce deuxième webinaire sur la lecture à voix haute est maintenant terminé. Merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir écoutés. Vous allez recevoir un mail avec l'adresse du replay et vous pourrez refaire tranquillement en classe tous les exercices présenté par Raphaël. Vous pouvez bien sûr re-regarder ou même re-regarder notre premier webinaire sur la lecture à voix haute. Alors prenez soin de vous, je vous laisse avec Raphaël qui va vous lire un petit texte et pendant qu'elle s'installe, je vous dis à tous au revoir. Alors j'ai choisi aujourd'hui un extrait du J'aime lire Max de janvier, que vous pouvez trouver dans toutes les maisons de la presse. Et le roman du J'aime lire Max s'appelle « La course de ma vie ». Alors, dans ce roman, qui est écrit, je vais vous dire par qui tout de suite, on rencontre une petite fille qui s'appelle... Oups, attendez, je vous le retrouve aussi. Cécile Debon. Oui. Alors, l'autrice s'appelle Cécile Debon. Mais c'est Mia, le nom de l'héroïne de l'histoire. Et Mia, elle a une particularité, elle est élevée au Canada dans une famille de mushers. Les mushers, c'est les gens qui conduisent les chiens de traîneau. Est-ce que je fais une erreur ou est-ce que c'est ça, Rémi ? Parfaitement prononcé. C'est parfaitement prononcé, parce que ça, c'est un mot difficile. J'ai dû demander à Rémi de m'aider pour le prononcer. Et cette histoire-là, c'est l'histoire du jour où Mia adopte un nouveau chien de traîneau, un nouveau musher, le chef des chiens de traîneau, qui s'appelle Ozzy. Mais Ozzy, elle n'est pas facile à apprivoiser. Elle n'est pas sauvage, mais elle aime bien sa liberté. Et Mia doit faire une course de traîneau un peu extraordinaire avec Ozzy. Et à un moment, parce que j'ai choisi un extrait à l'intérieur de l'histoire, à un moment où je vais commencer ma lecture, Ozzy a disparu. Donc les chiens de traîneau sont un peu livrés à eux-mêmes. Notre camarade Mia, elle n'a plus personne pour guider son traîneau. Et en plus, une tempête de neige terrible, un blizzard, se lève. Nous délaissons la forêt pour gagner une immense plaine, semblable à un grand désert blanc. À cause de ce blizzard et de mon attelage privé de son véritable chien de tête, je ne suis pas prêt de franchir la ligne d'arrivée. À présent, la température a encore chuté et le froid me mord méchamment le visage. Avec toute cette neige qui tombe à gros flocons, c'est à peine si j'arrive encore à repérer les balises de la piste. Je dois vraiment faire attention à ne pas m'en éloigner. Malmené par les rafales, mon pauvre Chinook peine à avancer, malgré toute sa bonne volonté. Comme il n'a ni la puissance ni l'endurance d'Ozzy, il se fatigue vite et nous progressons de plus en plus lentement. On dirait qu'on fait du surplace. Chaque nouveau raidillon est un véritable défi. Arc-bouté sur le traîneau, je suffoque en luttant contre les bourrasques et la neige. À force d'affronter la tempête, tous mes muscles sont endoloris et la fatigue commence à me peser sur les épaules. Oh, comme je donnerais cher pour me retrouver en ce moment bien au chaud sous ma couette. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir participer au trophée des neiges ? D'un seul coup, à travers l'épais rideau de flocons, je distingue au loin une forme floue qui se rapproche à toute vitesse. Ouh là là, mon pouls s'accélère et mes jambes deviennent aussi molles que du chewing-gum. C'est alors que la forme bondit sur moi et me fait basculer en arrière. J'ai à peine le temps de réaliser ce qui m'arrive quand je sens une langue chaude et douce me lécher affectueusement la figure. Ma peur s'envole sur le champ. « Ozzy, c'est toi, c'est bien toi !»
Je l'enlace et je la couvre de baisers, tandis qu'elle continue de me faire la fête. « Oh, ramène-nous jusqu'à la ligne d'arrivée, Ozzy, s'il te plaît. Les chiens et moi, on n'en peut plus. » Je veux la conduire à la tête de l'attelage, mais elle refuse de me suivre. Au lieu de ça, elle me donne des coups de museau derrière les mollets, comme pour me faire avancer. « Mais qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Tu veux me montrer quelque chose ?» Elle m'attrape alors par la manche pour m'entraîner à la limite de la piste balisée. Elle s'y arrête et se met à pousser un long hurlement strident. Qu'est-ce qui lui prend? Je ne tarde pas à avoir ma réponse. En retour, des hurlements semblables aux siens font immédiatement écho à son appel. Punaise, il s'agit sûrement d'un attelage égaré. Le musher ne doit pas réussir à retrouver son chemin. C'est pour ça que tu as disparu tout à l'heure. Tu as senti qu'ils étaient en danger. Et voilà la suite de l'histoire dans la course de ma vie. J'étais très heureuse de passer ce moment avec vous. J'ai plus du tout le trac, voilà. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures. Au revoir.